démarrer. C'est bon pour moi. Alors, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce premier webinaire qui est d'un cycle de webinaires que ID4Car organise sur le processus d'innovation et sur lequel nous allons nous atteler à nous attarder, à regarder les grandes étapes liées aux différents niveaux de TRL de développement d'un projet d'innovation. Donc, comme je vous le disais, c'est le premier webinaire d'un cycle de 3, dont les prochains seront, le prochain, je crois, est début mars, mais on vous tiendra informé de la date précise. Et donc, ce premier webinaire s'attarde donc au sujet des TRL amont 0 ou 3 et plus globalement au processus et à la démarche d'innovation en collaboration avec des organismes de recherche et des laboratoires de recherche. Donc, aujourd'hui, nous allons avoir plusieurs intervenants sur le sujet. La première, vous allez avoir Madame Juteau de la société Mobidip qui va nous prodiguer un témoignage sur son processus de création d'entreprise sur des bases de résultats de recherche qu'elle a eu précédemment. En deuxième temps, nous aurons des intervenants de l'Agence nationale de la recherche. Nous avons le plaisir d'accueillir Madame Mirmand et Monsieur Decoster qui viendront nous exposer les différents dispositifs et modalités de partenariat possibles pour des collaborations entreprises-recherche. Et enfin, nous aurons dans un troisième temps un retour d'expérience d'un projet, le projet Prometheus, qui vise notamment à détecter et qualifier des réseaux souterrains, des réseaux de fils, de câbles, de tuyaux souterrains, avec un procédé qui vous sera exposé brièvement. Et donc, nous aurons Monsieur Yamouten de l'Université Gustave Eiffel et Monsieur Thierry Château de l'entreprise Logiro qui collaborent donc ensemble sur ce projet et qui vous exposeront un peu la genèse de leur démarche et comment Logiro a confirmé son intérêt et comment l'Université Gustave Eiffel également a pu s'insérer dans cette démarche collaborative de projets de recherche en entreprise et laboratoire. Donc, l'objectif global, c'est de démystifier un peu ces axes de collaboration entreprise-recherche, de montrer que ce n'est pas que pour les autres, en fait, et que ça peut être très payant pour tout le monde, que c'est une sorte d'investissement sur le moyen long terme qui permet de générer des beaux projets d'innovation et surtout d'accélérer le potentiel d'innovation des entreprises et des laboratoires de recherche. Voilà, j'ai, je pense, fini avec cette petite introduction. Et ce que je propose maintenant, c'est à Madame Hélène-Marie Juteau de prendre la main sur la diffusion du diaporama et de nous présenter donc son beau projet de la société Mobidip. Oui, voilà, vous devez voir On voit votre normalement. écran, tout est bon. Super. Bien, bonjour à toutes et à tous et merci à ID4Car pour ce moment d'échange et puis de me laisser ce temps de parole. Je suis Hélène-Marie Juteau. En effet, je suis la présidente de Mobidip. C'est une société qui est créée depuis juin 2021, accompagnée par Atlampol et l'Institut Mines Télécom Atlantique. Et donc, en effet, jusqu'à sa création, moi, j'ai eu un parcours académique. J'ai un doctorat en sociologie réalisé à l'Institut Polytechnique de Paris, pendant lequel j'ai travaillé sur les questions de mobilité quotidienne. J'ai étudié dans le détail comment est-ce que les personnes en insertion sociale et professionnelle font pour se déplacer au quotidien et surtout comment elles mobilisent les outils numériques pour mener à bien ces déplacements. Et donc, l'entreprise, vous l'aurez compris, est en continuité directe avec mes travaux de recherche et aussi celui de mon collègue Éric Le Breton, qui est également universitaire. Donc, on m'a demandé d'intervenir en effet sur les premiers niveaux d'échelle TRL, donc de 0 à 3, ce que je vais faire. Je déborderai un tout petit peu sur le 4 pour rester en cohérence avec l'idée de création d'entreprise, parce qu'en fait, nous, c'est au niveau 4 qu'on a seulement réfléchi à créer une entreprise. Et donc d'abord, je vais revenir sur la conceptualisation de l'objet de la société, qu'est l'apprentissage de la mobilité. Je vais bien expliquer ça. Et je parlerai ensuite de nos premiers essais technologiques qui n'ont rien à voir avec la techno qu'on utilise aujourd'hui et des premiers systèmes de financement aussi qui ont permis d'avancer tout simplement. Puis je finirai avec une ouverture sur ce fameux échelon 4 qui a permis d'ouvrir nos réflexions sur la création
de l'entreprise. Voilà. Alors, en introduction, l'objet de MobyDeep, quand même, est de développer et puis, bien sûr, de distribuer, de commercialiser un serious game en réalité virtuelle de formation à la mobilité quotidienne. Alors, dit comme ça peut paraître un peu bizarre, mais la mobilité, ça prend. Ce n'est pas quelque chose d'évident, d'inné. C'est le concept même qui est à la base de la société. Et c'est quelque chose que l'on sait maintenant, que l'on a observé à partir de notre terrain. Et donc, le point de départ de MobyDeep, c'est vraiment un problème sociétal. Donc, du coup, vous l'avez compris, nous, en fait, à la base de la société, c'est vraiment pas une technologie, c'est des observations de terrain en recherche en sciences humaines et sociales. C'est là un peu l'originalité de la chose parce que ce n'est pas un champ disciplinaire qui est habitué à créer en fait des objets et des solutions, qu'elles soient techniques ou pas, qui sont susceptibles d'être vendues par la suite. Donc voilà, ça a été, c'est l'originalité du projet et c'est pour ça que ça a été un parcours ponctué de bricolage aussi, vous le verrez. Donc notre problème de départ, c'est qu'il y a 15 millions de personnes en France qui sont empêchées dans leur déplacement quotidien parce que, par exemple, elles sont migrantes, primo-arrivants, parce qu'elles sont en situation d'illettrisme, d'analphabétisme, parce qu'elles sont en situation d'apprentissage, d'insertion sociale et professionnelle. Il y a tout un tas de catégories, parce qu'elles sont âgées aussi, tout un tas de catégories en France de personnes, 15 millions environ, qui sont gênées, qui sont freinées dans leur déplacement, qui, par exemple, ne savent pas comment est-ce qu'on achète un ticket à un distributeur automatique de titres, qui ne savent pas organiser un covoiturage, qui ne savent pas mettre en place louer un vélo en libre service, prendre le bus, toutes ces actions comme ça qui nous paraissent très banales sont en fait compliquées pour beaucoup de personnes. Et il suffit en fait de se projeter dans une ville comme Tokyo ou Shanghai avec une écriture qu'on ne comprend pas, avec tout un tas de systèmes de signes qui ne nous sont pas habituels, pour déjà nous rendre compte que la mobilité, ce n'est pas si évident. Et ce sentiment de perte de repères qu'on peut éprouver dans une ville étrangère, c'est ce que visent ces 15 millions de personnes. Et donc, nous, notre enjeu, c'est d'amener ces personnes à développer leurs compétences de mobilité en les mettant en pratique dans une situation virtuelle. Donc, très concrètement, elles sont dans des univers immersifs et elles sont face à un distributeur automatique de titres, face à un GPS. Elles réalisent des déplacements d'un point A à un point B et dans des environnements mixtes, donc virtuels, qui mélangent de la vidéo 360 et des objets 3D. Et puis, elles réalisent des tâches précises. Voilà, comme acheter le fameux ticket au distributeur automatique de titres. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment d'améliorer les compétences des personnes. Voilà pour l'objet de la société qui, donc je le disais, a été créé en juin 2021. Aujourd'hui, on est à peu près au niveau TRL7, c'est-à-dire qu'en fait, on a un prototype qui fonctionne très bien, qui est expérimenté à grande échelle avec 2 clients. Et on est en phase de production d'un objet finalisé, commercialisable normalement au printemps 2022. Mais ce n'est pas le sujet, donc je reviens au tout début. Donc le début, en fait, c'est l'observation des usages. On est sociologue, donc notre force à nous, en fait, c'est d'observer sur le terrain comment ça se passe. Et donc la première étape, ça a été le recueil des données. On a inventé des méthodes pour pouvoir avoir dans le détail et pouvoir voir dans le détail comment ça se passe quand les gens se déplacent. Donc, on a suivi des personnes diverses et variées. Je ne pourrais pas vous dire le nombre parce qu'en fait, c'est des recherches qu'on mène depuis mon collègue depuis 20 ans et moi depuis 10 ans. Donc, on a vraiment rencontré des centaines et des centaines de personnes. On a suivi des centaines et des centaines de personnes. Et on a mis notamment au point une méthode qui consistait à leur mettre des lunettes caméra sur la tête, très discrètes, pour pouvoir traverser l'espace public et pour pouvoir justement filmer. Donc là, vous avez les petites copies d'écran, ce qui se passe pendant les déplacements. Et donc,
on a travaillé ensuite sur une analyse séquentielle de ces compétences, c'est-à-dire qu'en fait, on a vraiment découpé les trajets en séquence, voir ce qui se passe au moment de la préparation d'un trajet, voir ce qui se passe au moment, juste en amont, au moment du départ, ce qui se passe pendant le trajet, quand il y a des ruptures de charge lors des déplacements, quand il y a des pertes de repères, comment est-ce que font les gens pour trouver de nouveaux repères. Par exemple, ils demandent leur chemin, ils vont chercher des ressources là où ils les trouvent, ils utilisent le GPS, etc., etc. Donc, c'est ça que nous, on a analysé vraiment dans le détail via l'enquête vidéo-ethnographique qu'on a ensuite séquencée. Et à partir de là, vraiment, en fait, on s'est rendu compte que la mobilité demandait des compétences très fines, des compétences interactionnelles, des compétences avec les machines, des compétences de compréhension de lecture, etc. De nombreuses compétences qu'on a identifiées. Donc, on en a à peu près 200, en fait, on en a un peu plus maintenant parce que continue le terrain, parce que nous, on a toujours en fait un lien avec le terrain. Et donc, on a répertorié de manière classique dans un tableau Excel. Et puis, à partir de là, c'est là qu'on a commencé de scénariser les premières manières d'apprendre la mobilité. On a tout simplement repris en fait des trajets classiques qui se passent pendant nos déplacements et en mettant en avant les compétences qu'on y développe. Donc voilà, on a scénarisé de manière séquentielle des trajets. Donc ça a été vraiment la première étape et c'est celle en fait qu'on continue, qui doit toujours être en continu parce que les pratiques de mobilité évoluent, les outils qu'on utilise évoluent, donc on a toujours un pied sur le terrain et on actualise toujours cette manière d'aller recueillir de l'information. Mais en tout cas, c'est ça la méthode que l'on utilise. Et donc, à partir de cette première, de tout ce travail d'enquête, on est très vite parti dans une démarche de recherche-action. Ça a été la base de notre travail depuis presque le début, ce qui est là encore assez original dans le champ des sciences sociales et humaines. Ça se fait assez rarement. Donc, on a travaillé. Comme ça se fait rarement, ce n'est pas facile. Donc, avec mon collègue est à l'université, il est en concours scientifique. Donc, l'université c'est une structure plus difficile à faire bouger, en tout cas en ce qui concerne notre discipline. Et donc, il s'est appuyé sur un institut de recherche privé qui s'appelle Institut pour la ville en mouvement, avec qui il a mis au point un premier outil, un premier essai d'outils numériques, de gamification en fait, de l'apprentissage de la mobilité, qui s'appelle En route, qui vit encore aujourd'hui. Donc, il ne travaille plus dessus, mais il vit toujours. C'est un outil qui existe, qui a été financé par la Fondation PSA Peugeot Citroën, qui à l'époque finançait l'Institut pour la ville en mouvement. Donc voilà, c'était un outil très, très basique, un jeu sur ordinateur où les joueurs étaient plongés un peu dans le même principe, un scénario de déplacement où ils devaient réaliser certaines tâches de déplacement. Et puis de mon côté, moi, à Télécom Paris, qui est une structure de recherche quand même un peu plus habituée à la création d'outils. Voilà, c'est une école d'ingénieurs. On a mis au point une application qui s'appelle Joka Jobs, une application mobile qui visait à inciter les personnes en difficulté à se déplacer dans l'espace. Donc, c'était une application assez simple de géolocalisation avec un plan ludique. Plutôt que d'avoir un plan Google Maps classique, on avait un plan ludique et qui amenait les personnes qui motivait. L'objet était vraiment de motiver les personnes à quitter leur quartier et à aller découvrir au-delà du quartier ce qui se passe, et notamment des offres d'emploi. Et je ne rentre pas dans les détails, mais donc c'est une application qui a été financée par la SAT Paris-Saclay, donc la Société d'accélération de transfert technologique. C'est un acteur qui est, selon les structures, plus ou moins majeur et incontournable quand on fait de la recherche, puisque c'est un acteur qui est là pour faire la transition entre le laboratoire de recherche
et l'entreprise, sous différents formats. Ça peut être une passation à une start-up, ça peut être une passation à une entreprise déjà existante qui va industrialiser le projet. Mais en tout cas, c'est un acteur assez incontournable qui n'est pas systématique, ça dépend des structures, mais qui en tout cas à l'époque à Télécom Paris existait et qui nous a soutenus financièrement pour développer cette application. Donc ça a été nos 2 premiers essais techniques de ludification de l'apprentissage de la mobilité. Des essais qui ont fait l'objet d'expérimentations, puisque en fait, on a testé auprès des usagers cibles et des structures qui accompagnent nos usagers cibles, que sont, je le disais, les personnes en insertion sociale et professionnelle, les personnes migrantes, etc. Donc, c'est là qu'on a validé en fait le concept d'apprentissage de la mobilité. C'est là qu'on a su que le concept était bon, qu'il était cohérent, qu'il y avait un besoin derrière et que les acteurs de la mobilité eux-mêmes, c'est-à-dire les professionnels de la mobilité, reconnaissaient qu'en effet, la mobilité s'apprend. Et donc, c'est pour ça qu'on a continué, mais qu'on a laissé tomber enfin, nous en tout cas, parce que c'est des projets qui existent toujours, mais nous, on a laissé tomber ces choix techno qui étaient un peu, pour nous, pas forcément les plus adaptés à l'apprentissage, que ce soit sur écran d'ordinateur ou application mobile, et qu'on est passé à une autre technologie qui est la réalité virtuelle. Donc, ce qu'on a aujourd'hui. Voilà. Et c'est pour ça que, je ne sais pas combien je suis en temps là, j'ai encore un peu de temps. Vous avez un petit peu de temps, oui, effectivement, ça fait 11 minutes, je pense que... Ah bah c'est bon, je vais être dans les temps. Et donc, j'ouvre sur cette échelle-là parce que, en fait, c'est seulement là qu'on a commencé de penser à créer une société. Parce que, comme je vous le disais, le projet, donc, il est en sciences humaines et sociales. Donc, au début, en fait, il a été porté plutôt par l'université Rennes 2, qui n'est pas habitué en fait à gérer la production d'outils. Et donc, on a été obligé de bricoler un peu pour pouvoir aller chercher de l'argent. Et donc, c'est à ce niveau-là, une fois qu'on avait validé, nous, l'idée, qu'on était sûr qu'on voulait partir là-dessus, on a créé une association. Parce qu'une association, c'était facile au début. En plus, vu l'objet de la société, c'était cohérent. On a créé une association qui s'appelle Des gens mobiles et avec laquelle on a pu aller chercher des financements. Financement PSA, financement FEDER, parce qu'avec l'université, c'était trop compliqué. Moi, à l'époque, j'avais déjà quitté Télécom Paris parce que c'était un projet qui n'était plus porté par Télécom Paris, qui était porté seulement par l'université. Et donc, l'association nous a tout simplement permis d'avoir de l'argent pour aller chercher, pour créer le premier prototype en réalité virtuelle. Donc là, je vous ai mis les casques qu'on utilisait à ce moment-là. La technologie, ça évolue vite. C'était des casques sur lesquels on clipsait en fait un téléphone portable. Donc un prototype qui nous a permis en fait d'avoir un premier MVP. C'est-à-dire que là encore, on l'a testé. On est allé voir les structures d'insertion sociale et professionnelle, les structures qui accueillent les migrants, les transporteurs, les opérateurs de transport, etc. On est allé voir plein de monde. On a testé ce prototype auprès d'une centaine de personnes pour pouvoir justement démontrer la faisabilité technique, conceptuelle, on le savait déjà un peu, mais il fallait quand même continuer la validation, mais technique surtout du projet. Et donc, c'est là qu'on a vraiment validé l'ensemble du projet, c'est-à-dire l'objet en lui-même et la techno, avec les cibles et avec des potentiels acheteurs. En parallèle, on a eu une étude de marché qui a été réalisée, là encore financée par la SAT West Valorisation, qui, elle, était l'interlocuteur de l'université Rennes 2 et qui a été réalisée par un cabinet qui s'appelle Stratinov. Et donc, c'est vraiment à ce moment-là, en fait,
que l'idée de la création d'entreprise est arrivée, où on s'est dit, ah bah, c'est un objet certes un peu original, il y a un marché à construire, etc. Ça va être long et compliqué, mais il y a un besoin, un besoin usagé, il y a un besoin client, il y a une identification du problème par le client, et en plus, l'étude de marché a validé qu'il y avait un intérêt très fort. Et donc, on a toujours l'association, mais on est passé sur un format, en effet, on a commencé en tout cas à ce stade-là de passer sur un format plutôt entrepreneurial pour notamment gérer les coûts de production, parce que la VR, ça coûte cher. Et la distribution commerciale, c'est quand même un objet beaucoup plus souple, l'entreprise, pour travailler que l'association. Donc, voilà, je m'arrête là parce que après, il y a plein d'autres étapes, mais en tout cas, ça met ce que je voulais mettre en avant. Là, c'était vraiment d'abord la réactivité en fait qu'on a eue et les bricolages qu'on a dû faire pour aller chercher des sous, pour aller pour mettre au point vraiment pour aboutir en fait à l'idée d'entreprise. Et puis le deuxième point, c'est vraiment le fait qu'on soit toujours resté un pas en fait dans les usages, dans ce qui se passe vraiment pour pouvoir rester réactif sur la production de la solution. Bon, voilà, je m'arrête là. Je pense que mon temps est révolu. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Madame Juteau, pour cette présentation. N'hésitez pas si vous avez des questions. Vous avez dans le chat la possibilité de faire part de vos commentaires ou d'apporter les questions que vous souhaitez approfondir avec les présentateurs. Donc, Madame Juteau, si je comprends bien, il y a eu une première phase amont dans laquelle vous avez dû faire preuve un peu d'agilité avec un format d'association qui vous a permis de sortir un petit peu les résultats des laboratoires, des laboratoires de recherche. C'est ça. Et là, vous aviez donc une première confirmation de votre volonté de lancer une activité sans avoir non plus le format prédéfini des modalités de réalisation de cette activité. Et c'est à l'issue de cette première étape, donc association, qui vous a permis d'avoir des moyens pour continuer vos tests. Et les tests donc sur un panel d'une centaine de personnes, j'imagine que ces tests se faisaient conjointement également avec les centres de recherche impliqués. Ah oui, oui. SAT, voilà, c'était donc par vos soins et également leurs équipes. Oui, tout à fait. En fait, on est resté, mais même encore aujourd'hui, de toute façon, on est en lien avec les laboratoires de recherche, puisque moi, j'ai quitté le milieu universitaire, mais mon collègue, Éric Le Breton, lui, y est toujours. Et donc, on est en train de mettre en place un concours scientifique. Le concours scientifique, c'est une sorte de contrat qui donne l'accord aux chercheurs de travailler dans l'entreprise, dans une entreprise. Donc, on est toujours, en effet, en lien avec les laboratoires de recherche et c'est notre volonté. Et vous avez mentionné donc votre collaboration, en tout cas l'intervention de différentes sociétés d'accélération de transfert de technologies à différentes étapes du processus. Et j'imagine que leur rôle est de régir un peu les relations entre l'université ou le centre de recherche et l'entreprise ou le partenaire d'ailleurs, association. Et comme son nom l'indique, sur les questions de transfert de technologie. Donc, je devine que derrière, il y a les notions de propriété intellectuelle qui sont abordées, de répartition des résultats. Oui. Et donc, ils ont un cadre, je devine, qui vous aide à définir ces sujets-là et en tout cas à les aborder le plus tôt possible. Oui, tout à fait. Alors, même si, là encore, nous, on est un peu bizarroïdes parce qu'on est en sciences humaines et sociales. Donc, les SAT, elles sont plutôt habituées à des modèles de techno un peu hard, donc des brevets, des choses comme ça. Nous, pour le moment, en tout cas, on n'a pas de brevet. On est sur de la propriété intellectuelle de type logiciel. Et en plus, on est sur du savoir-faire sociologique. Et ça, les SAT, elles ne sont pas habituées. Il n'y a pas un cadre très sûr pour cadrer justement tout ce qui est transfert de propriété intellectuelle. Donc, c'est toujours du tâtonnement.
Donc, que ce soit le travail que j'ai réalisé moi, avec la SAT Paris-Saclay ou la SAT Ouest Valorisation, c'est un peu plus flottant que si on avait été une entreprise avec un gros brevet derrière, quoi. Mais D'accord. Donc par ça, c'est contre, par l'aspect sciences sociales qui est peut-être oui, voilà, moins là, cadré. D'accord. c'est vraiment du fait de la discipline. Mhm. Après, elles sont nous, là où elles nous ont beaucoup aidé pour notamment là, la Southwest Valorisation, donc pour la dernière version du projet, c'est plutôt sur l'accompagnement, voilà, études de marché, elles ont été présentes là-dessus pour pouvoir valider avec nous tout simplement Bien sûr. Oui. l'intérêt marché, quoi. Ouais. Très bien, merci beaucoup. Alors, bon, on a quand même quelques questions. Donc, il y a une question qui demande si votre solution est adaptée à chaque client, chaque réseau de mobilité. Est-ce que c'est une solution sur mesure dédiée à des autorités organisatrices de mobilité spécifiques ou est-ce que c'est un peu plus global? Donc, ça, c'est une première question. En lien avec votre solution, je vous balaye quelques questions. Sur une remarque qui est faite sur les personnes on va dire en situation de fragilité vis-à-vis de la mobilité peuvent avoir un frein vis-à-vis du numérique. Comment vous abordez ce sujet et est-ce que c'est réellement un frein? Et après, on aborde des questions sur la recherche de financement, comment ça s'est passé? Est-ce que vous étiez déjà partenaire quand vous travaillez au sein du laboratoire? Mais je pense que c'est le processus d'association que vous nous avez décrit qui permettra de répondre à cette question. Et enfin, votre étude de marché, sur combien de personnes elle portait? Voilà, bon, ça fait pas mal de questions. Je vais vous demander de faire relativement court, s'il vous plaît, et après nous Oui, allons la suite, mais je vous je invite fais quand même vite. à prendre le temps. Non, non, allez. Pour la première question, le produit, en fait, on a deux produits. On a un produit qui est en cours de production et qui sera un produit générique et qu'on va vendre à des acteurs comme les structures d'insertion, par exemple les structures Pôle emploi, mission locale, voilà, acteurs du terrain. Et là, un objet générique. Et puis, on propose, et c'est ce sur quoi on travaille avec nos deux clients, là, un objet adapté, où là, vraiment, on travaille avec le client, on met en place avec lui un cahier des charges euh, avec les compétences de mobilité qu'il veut mettre en avant, les scènes de mobilité qu'il veut mettre en avant. Donc, on travaille, par exemple, avec un opérateur de transport, là. Évidemment, on a mis en scène son réseau de transport, etc. Voilà. Donc, il y a deux possibilités. Nous, on a deux vraiment produits de vente, quoi. Par rapport aux freins avec le numérique, oui, oui, le numérique, ça présente des freins pour beaucoup de personnes, beaucoup de populations. Et en fait, on s'est rendu compte très vite, justement, en allant voir en continu les structures, les gens, les clients potentiels, que l'objet en lui-même ne se suffit pas, qu'il faut qu'il y ait autour de l'objet une proposition pédagogique. Nous, on vend en fait un objet de formation, hein. Donc, du coup, une proposition de mise en situation avec le casque, comment est-ce qu'on peut l'utiliser, seul ou à plusieurs, seul ou en groupe, lors d'ateliers, quelle solution on a quand, en effet, la personne fait un blocage avec le casque. Il faut plutôt la mettre, faut pas forcément la laisser en groupe, par exemple, parce qu'en effet, le casque, il coupe avec le regard de l'autre, que l'autre nous porte. Ça gêne beaucoup de personnes. Et donc, il y a des personnes qui préfèrent être seules pour tester mettre ce casque de réalité virtuelle. Donc, voilà comment on y répond en fait à ces freins en proposant des outils pédagogiques d'accompagnement. Voilà. Par rapport à la recherche de financement, est-ce qu'on était... Alors, je n'ai pas très bien compris la question. Est-ce qu'on était déjà associés? Je ne sais pas si c'est le... Je ne comprends pas très bien la question là. La question est peut-être comment avez-vous abordé la recherche de financement globalement? Je pense que c'est vraiment ça. Était-ce déjà des partenaires quand vous travailliez en labo? Non. On est allé, en fait, on est allé les chercher au petit bonheur la chance, quoi. En fait, on a pris contact avec la fondation PSA, on a pris contact avec la fondation Massif plus tard aussi, en leur présentant le projet. Donc, les premiers financeurs
ne nous connaissait pas. Voilà. D'accord. Alors, il connaissait peut-être un peu mon collègue Eric parce qu'il est un peu connu dans le milieu de la mobilité et de l'insertion. Mais de nom, quoi. Voilà, D'accord. c'était pas un réseau de pairs, en tout cas, ou voilà, qu'on connaissait. Et puis, sur l'étude de marché, combien de personnes a-t-elle porté? Je ne sais plus combien de structures ils sont allés voir, mais c'était, je crois qu'il y avait une vingtaine, 20 à 25 structures qui ont été sollicitées pour aller recueillir en fait leurs commentaires, savoir si en effet ils trouvaient que la solution était intéressante, s'ils envisageaient de déclencher en fait, de donner de l'argent en fait pour une telle solution. Oui, bien sûr. Donc voilà, il y a à Très peu bien. près 20-25 structures. Écoutez, merci beaucoup. Là, on va devoir écouter le temps d'échange. Merci beaucoup, Madame Juteau, pour cette présentation et vos commentaires. J'invite maintenant Madame Mirmand et Monsieur Decoster, ou Descoster, pardon, à réactiver leur caméra pardon, et prendre la main voilà, sur la présentation. Je vois que tout est en route. Alors, il va falloir activer vos micros et ce sera bon quand vous êtes prêts. Monsieur Decoster, voilà, votre micro, votre caméra, voilà. C'est parfait. Et Madame Mirmand, votre micro est désactivé. Voilà, j'avais un peu de mal effectivement à accéder. Non, mais je vous en prie, prenez votre temps. Tout voilà, est bon. Regarde si ça marche. Voilà, super, ça marche. On voit votre écran. À vous de jouer. Super. Donc, on a 20 minutes, c'est ça à peu près? Oui, voilà, à peu près. Ok, ouais. Je mets mon chrono sur 20 minutes, pas de souci. Hop. On va y arriver, Isidore, on va y arriver. Ouais, c'est ambitieux, mais allez-y. Merci beaucoup en tout cas pour le pôle de compétitivité ID4Car de nous avoir en tout cas conviés à cette présentation auprès de vos adhérents. Moi, c'est très important pour moi parce que je suis le responsable des partenariats nationaux et de la compétitivité. Laure, si tu veux te présenter. Oui, moi, je m'occupe dans l'appel à projet générique que va vous présenter Isidore d'un comité que je vous présenterai. Donc, je suis chargée de projet scientifique. Voilà. Voilà, merci Laure. Il y a aussi une autre de mes collègues, Madame Karine Benaouf, qui assiste un petit peu à cette présentation. C'est très important pour nous parce que d'une part, en tout cas, ça nous permet de voir un peu concrètement comment les projets se développent. Je remercie beaucoup Madame Juteau, en tout cas, de son expérience. Et on voit qu'effectivement, le domaine SHS, qui est un domaine en tout cas, très important pour le ministère, on voit que pour certaines applications, notamment avec des outils logiciels, on peut faire, en tout cas, on peut se référer à une grille TRL. Il n'existe pas de sociologie readiness level, mais c'est toujours un problème d'évaluer, en tout cas, et de faire maturer les programmes de recherche dans le domaine SHS. Mais ça, c'est une petite parenthèse. Donc, je vais vous présenter rapidement, avec ma collègue Laure Mirmand, ce qu'à l'ANR, on a comme instrument, alors voilà, notamment sur des bas TRL, mais pas que. Comme je suis responsable des partenariats, il existe beaucoup d'instruments qui sont peut-être méconnus et je voudrais profiter de cet instant pour partager avec vous les types d'instruments peut-être que vous pourriez utiliser, que ce soit académique, que ce soit évidemment entreprise, une collaboration évidemment académique-entreprise. Donc, nous avons effectivement un plan d'action à l'ANR avec des priorités nationales. Vous m'entendez ? Parfaitement bien. Oui, on vous entend très bien. Merci. Des priorités nationales qui sont recommandées évidemment par le ministère, le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, pour lequel en fait l'ANR a des budgets qui sont spécifiques dans le domaine, vous l'avez vu, de l'intelligence artificielle, des technologies quantiques, de la production de biomédicaments. Et donc, il y a beaucoup en fait de priorisation maintenant sur des axes majeurs qui sont préconisés par le ministère. Il y a évidemment un contexte que tout le monde vit depuis 2 ans, et donc un contexte Covid. Donc, tous les programmes de recherche abordent cette notion de post-pandémie et de se prémunir contre des futures épidémies. Il y a aussi une articulation avec les futurs, ce que l'on appelle PEPR, les programmes et équipements prioritaires de recherche. Et donc, au fur et à mesure, ça, c'est orchestré par la Direction générale des programmes d'investissement de l'État de l'ANR. Et donc, ça, c'est une partie que je n'évoquerai pas, mais sachez qu'effectivement, il y a une corrélation entre des programmes qui sont avec un montant bien plus élevé que ceux de l'ANR, mais qui sont parfaitement
en adéquation avec ce que fait l'ANR. Donc, nous avons, dans le domaine de la recherche, je dirais, je vais essayer un petit peu peut-être de caricaturer, mais à l'ANR, nous avons à peu près 3 axes de recherche, la recherche fondamentale, la recherche industrielle et le développement expérimental. Sur notre gros appel à projet générique, ce qu'on appelle l'APG, c'est surtout effectivement sur des bacs TRL de recherche fondamentale, mais pas que, il y a aussi les autres axes, parce qu'il y a des outils collaboratifs, notamment PRCE, j'y reviendrai. Et sur la partie en fait des appels spécifiques, je dirais que c'est plus des TRL, je dirais un peu plus élevés, même si la recherche fondamentale fait partie quand même de la recherche, et je dirais qu'on va plus peut-être vers de la recherche industrielle et du développement expérimental. Mais je le répète encore une fois, que ce soit sur de l'appel à projet générique ou des appels spécifiques, les 3 thématiques peuvent être abordées, mais moi je fais un petit peu cette séparation entre le fondamental relevé de la APG et puis les autres types de recherche avec des appels spécifiques. Donc, je vous parlais rapidement de ce qui peut exister en termes d'appels spécifiques sur les laboratoires communs, sur les chaires industrielles, sur d'autres instruments. En tout cas, vous savez qu'il existe des appels spécifiques. J'ai envoyé des fiches didactiques à M. Pasquier. Il pourra vous les faire partager si vous le souhaitez. Vous pouvez prendre contact avec tous les responsables de programme. Donc, rapidement, un petit aperçu sur l'appel à projet générique des projets financés. Vous le voyez un petit peu sur les années, hein, ça oscille à peu près, voilà, vous étiez en 2017 avec 8000 projets déposés. En 2022, il y a eu à peu près 7000 projets déposés et avec dans des instruments très différents, jeunes chercheurs, jeunes chercheuses, JCJC, programme de recherche collaboratif qui est surtout en fait académique, programme de recherche collaboratif entreprise, donc vous avez le mot dedans, programme de recherche collaboratif international avec des acteurs étrangers, et puis un nouvel instrument qui est paru lors de l'appel à projet générique 2022 qui s'appelle projet de recherche mono-équipe. Donc peut-être un petit focus sur ce nouvel instrument qui est un instrument qui est très particulier, qui a été donc une demande du ministère et puis des différentes alliances qui constituent en fait les organes de réflexion au sein du ministère pour essayer en fait d'apporter une meilleure, en tout cas un meilleur soutien à des équipes qui sont en fait monopartenaires et donc pour soutenir des projets ambitieux et au caractère novateur remarquable. C'est un peu différent du projet jeunes chercheurs, jeunes chercheuses. Mais si vous voulez des éléments, on pourra y revenir. Donc un nouvel instrument cette année à l'ANR qui répond à des préoccupations des communautés de recherche. Je fais un focus sur un autre instrument qui est en cours de définition et qui vous intéressera certainement, qu'on va appeler projet de recherche public-privé. Ça doit être mis en place au cours de ce semestre 2022. Et le but, c'est d'essayer peut-être de travailler sur l'élaboration de consortiums pour aller vers des partenariats de type laboratoire commun ou chaire industrielle. Mais ça, c'est en gestation et on devra avoir en fait un contour beaucoup plus fin et validé au cours des mois qui viennent. Donc, sur les appels spécifiques, vous avez peut-être entendu parler en fait d'instruments comme les challenges. Là, nous sommes en train de réfléchir avec le ministère des Armées sur un challenge en lien avec la mobilité dans des environnements en fait non conventionnels. Donc, évidemment, on ne s'appelle pas les environnements classiques que vous pouvez voir pour des véhicules en fait d'assistance et d'interaction homme-machine. Donc, ces programmes-là ont pour but de favoriser la levée de verrous scientifiques. Et là, on est plus sur des TRL élevés en général, hein, parce que le but, c'est d'être concret et de répondre à une problématique opérationnelle, généralement d'un donneur d'ordre, qui peut être le ministère des Armées, le ministère de la Transition écologique. On a eu un challenge avec un opérateur privé qui était Total il y a quelques années de cela. Nous avons un autre instrument qui s'appelle Flash, qui est un instrument en fait qui est surtout utilisé par encore des grands acteurs étatiques pour répondre à des événements exceptionnels. L'exemple, c'est les Jeux Olympiques 2024, comment imaginer des solutions de sécurité. Donc, on peut partir à partir de TRL de niveau 3 et il faut très rapidement monter en TRL pour arriver à des solutions quasiment pré-opérationnelles de TRL 7 et qu'on peut en tout cas mettre en œuvre en 2023 dans des événements de type Coupe du Monde de rugby pour pouvoir ensuite passer à une industrialisation massive et arriver à une sécurisation des Jeux. Donc, vous voyez qu'on a des instruments, d'ailleurs, je viens de le résumer sur cette
sur cette slide, qui nous permet d'avoir, en fait, de voir le champ des possibles de l'ANR en matière de TRL, sur des grilles un peu à visée opérationnelle. Je suis désolé pour le secteur un peu sciences humaines et sociales, mais en général, vous voyez que les dispositifs que l'on a peuvent couvrir des gammes de TRL qui peuvent aller jusqu'à du 7. Et c'est une volonté du PDG de l'ANR d'aller vers une augmentation pour essayer justement d'avoir une gamme qui ne soit pas en fait non comblée entre le TRL 3.4 et le TRL 5.6. Et c'est cette volonté d'utiliser des instruments, surtout collaboratifs, évidemment, académiques, entreprises, pour aller vers des TRL plus élevés. L'objet de notre réunion, c'est les TRL bas niveau. Donc, je vais rester un petit peu sur ces TRL. Nous avons aussi des instruments qui vous permettent d'aller vers l'Europe, parce que vous le savez très bien que nous soutenons énormément la participation des chercheurs français au projet européen. Et vous le savez qu'il y a des lacunes en matière de représentation nationale à l'Europe. C'est pour ça que le ministère, la France, a mis en place ce qu'on appelle le PFAF, le plan d'action pour la présence française dans l'enseignement supérieur et la recherche, le plan d'accompagnement de la présence française. Et donc, cette mesure PFAF, l'ANR soutient complètement cette démarche. Donc, nous avons des instruments qui sont très spécifiques, comme les tremplins, fameux tremplins ERC, on les appelle starting et consolidateurs. Nous avons des montages de réseaux scientifiques européens et internationaux qui sont très intéressants parce que, par exemple, vous pouvez avoir une dotation, une enveloppe budgétaire de 30 000 € qui vous permettent de structurer votre consortium avec des partenaires étrangers dans l'optique de déposer un projet de recherche à l'Europe. Donc, et avec la possibilité même d'avoir des cabinets en prestation de services qui vous permettent de rédiger les documents en anglais pour pouvoir les montrer à l'Europe. Nous avons des instruments. On a un nouvel instrument justement dans le domaine des SHS cette année qui s'appelle Access ERC. J'y reviendrai rapidement si vous le souhaitez. Donc, on soutient aussi ces collaborations et c'est important pour des acteurs comme vous pour aller aussi sur des collaborations bi- ou multilatérales avec des appels internationaux dédiés. Et on a un instrument au sein de l'AAPG qui s'appelle PRCI avec des programmes collaboratifs internationaux. Nous avons noué 11 partenariats bilatéraux et c'est avec ces pays-là, comme Taïwan, comme l'ANSF sur certains domaines, ou comme évidemment l'Allemagne, que nous pouvons travailler et monter des collaborations. Donc, un petit focus sur cet Access ERC nouveau qui paraît cette année. Justement, c'est pour stimuler des communautés SHS et des jeunes chercheurs et chercheuses post-doctorants, quelle que soit leur nationalité, et qui ont obtenu leur doctorat depuis moins de 3 ans et qui pourraient être accueillis dans un laboratoire de recherche français, justement dans le but de déposer un ERC. Donc, cette stratégie de faire venir en fait des étudiants étrangers pour pouvoir ensuite avoir une valorisation à l'échelle internationale est quelque chose en fait qui est mise en œuvre par l'ANR cette année. Donc, juste pour résumer, avant de laisser la parole à ma collègue Laure, vous voyez qu'en fait, le partenariat stratégique à l'ANR a une échelle nationale, une échelle internationale. On a des instruments qui sont spécifiques pour répondre à des demandes, je dirais un peu comme les challenges Flash, Astrid Maturation, je dirais peut-être une stratégie top-down, c'est-à-dire que c'est plus l'État qui a besoin de stimuler la communauté académique et les entreprises via ces instruments. Et par contre, ça peut être une approche, je dirais, un peu bottom-up, des types instruments de compétitivité avec les chaires industrielles, les LabCom, les PRPP, les instituts Carnot, où ce sont plus une demande des acteurs qui se fédèrent à travers des instruments pour pouvoir en fait répondre à une problématique logique et appliquée. Et nous avons des instruments internationaux qui sont en orange. Donc, et nous sommes très intéressés de travailler avec les pôles de compétitivité parce que nous avons énormément de besoins et d'attentes que nous pensons être en tout cas réalisés via les pôles de compétitivité. C'est un peu ce que fait BPI France avec les SAT et c'est ce qu'on essaie de développer nous avec les pôles de compétitivité, avec l'Agence française des pôles, c'est d'essayer en fait de renforcer des écosystèmes qui combineraient toutes les dimensions de l'innovation. Et donc, on a une réflexion sur la maturation et je travaille beaucoup avec l'AFPC pour essayer de réfléchir à un schéma collaboratif. Ce partenariat, vous le voyez très rapidement, on voit qu'il inclut des acteurs de l'ANR, le Laboratoire national de métrologie et d'essai, l'ADEME. On a un partenariat stratégique avec BPI France, mais aussi avec les pôles de compétitivité et les clusters, donc tout le monde de l'entreprise. Et donc, cette stratégie, parce que vous êtes un pôle de compétitivité donc, qui est basé évidemment en région Pays de la Loire,
Nous avons un partenariat triennal avec la région Pays de la Loire, et donc tout cet écosystème pourrait être en fait mis en œuvre aussi bien au niveau des inputs via la région et les pôles pour pouvoir en fait développer des axes en fait de collaboration et des synergies efficaces entre État et région. Donc voilà, nous avons des dispositifs en tout cas avec la région Pays de la Loire, je pourrais vous en reparler. Et donc en synthèse, vous voyez très bien en fait dans les documents 4 de l'ANR, en fait nous avons en tout cas cette volonté d'une recherche partenariale et d'innovation avec un axe de développement avec les pôles de compétitivité et faire savoir ces savoir-faire vers un acteur territorial comme les pôles nous permet en tout cas d'aller vraiment vers une synergie voilà, avec des termes comme attractivité, qualité, internationalisation. Donc, donc on a quelques informations hein, que vous pourrez avoir accès aisément par le pôle ou par nous. Je laisse la parole à ma collègue Laure qui va justement vous faire un focus sur son comité d'évaluation scientifique qui répond, je pense, à des enjeux du pôle IDFORCAR. Je passe les slides, si tu veux. Merci Isidore, merci pour cette présentation. Effectivement, je vais poursuivre avec le comité que j'organise, que je co-organise. Et voilà. Donc, alors, pour vous présenter déjà la APG dont Isidore vous a parlé, donc l'APG, en fait, c'est une grosse machine à l'ANR, une machine de 50 comités. Donc, en fait, quand vous déposez un projet, vous déposez dans une de ces boîtes, dans une de ces comités. Donc, l'année dernière, par exemple, sur les 50 comités, l'ANR a financé 1589 projets, soit 23% de réussite. Donc, vous avez en orange les projets qui ont été financés. Et moi, je m'occupe en particulier du CES 22, donc H18 sur le texte phare qui s'appelle l'APG générique. Donc, on a reçu 124 projets déposés l'année dernière et 27 ont été financés. Tu peux passer à la prochaine, s'il te plaît. Voilà, alors là, c'est cette année, c'est un peu le même graphe. Donc, on est passé de 2021 à 2022. Donc, voilà la répartition des projets. Donc, cette année, on a reçu 6000 pré-propositions. Et ce qu'on peut voir, en fait, surtout là, c'est la répartition par instrument de financement que vous avez abordé un petit peu Isidore. Donc, ce que vous pouvez voir, c'est que les PRCE sont en bleu, donc vous pouvez les reconnaître. Donc, tous les comités n'ont pas un nombre égal de PRCE. Certains n'en ont même pas. Et vous voyez que mon comité, le CES22, où il y a la flèche, a, lui, beaucoup de PRCE, comme d'autres comités, mais pas tous. Voilà. Tu peux continuer, tu peux poursuivre. Alors voilà un petit zoom du coup sur le CES22. Donc on voit l'évolution du CES22 depuis quelques années. Avec toujours en bleu, vous avez les PRCE. Donc ce qu'on peut voir, c'est qu'effectivement, il y a une baisse, mais c'est parce que aussi le périmètre du texte, le périmètre du comité a changé. Donc on a perdu tous les projets, par exemple, en combustion. Et dernièrement, on a perdu les projets purement SHS. Mais en tout cas, ce que vous pouvez voir, c'est que cette année, donc dans le camembert en haut, c'est qu'on a reçu plus de projets PRCE avec entreprise que de projets collaboratifs, donc plus que des projets en orange collaboratifs. Tu peux poursuivre, Isidore. Voilà, bah, c'est un peu le même schéma, mais plutôt version courbe. Donc, on voit que les PRCE sont quand même bien présents et que finalement, cette année, on a plus de PRCE que de projets PRC collaboratifs sans entreprise. Prochaine slide. Alors, pour vous montrer la répartition des projets en fonction des thématiques. Donc, chaque comité a ses propres thématiques, mais c'est vrai que certains comités sont beaucoup plus larges que d'autres. Donc, le CS22, c'est le cas. C'est un comité qui est très, très large, qui voit tout ce qui est au niveau urbain. Donc, on va du génie civil, bâtiment, quartier bas carbone, urbanisme, mais on a quand même un grand pan sur la mobilité, la logistique, le véhicule autonome, la sécurité, mais sécurité version véhicule ou version mobilité. Voilà, alors ce on a voulu représenter ici, c'est le nombre de projets qui ont été financés pour chaque catégorie. Donc, en gris, vous avez ce qui a été financé de 2014 à 2020 et les petits nouveaux sont en rouge. Donc, c'est vrai que l'année dernière, par exemple, on a pu financer 4 projets sur les véhicules autonomes, un projet logistique et 3 projets plutôt sur la mobilité, l'usage et la sécurité.
Mais effectivement, c'est des petits nombres, donc il faut comprendre que chaque année, l'évolution, cette année, on aura peut-être plus de projets véhicules autonomes que de mobilité. Enfin voilà, c'est des petits nombres. Alors après, j'ai voulu vous montrer des exemples de projets qui vont être financés par l'ANR, donc qui ont été financés ces dernières années. Donc, c'est des projets qui sont en cours, en fait, qui ne sont pas terminés. Donc, par exemple, le projet COCO-VIA, c'est un projet de coopération conducteur véhicule intelligent autonome. Donc, l'objectif de ce projet, c'est d'intégrer au système une capacité d'auto-apprentissage. Comme son nom l'indique, c'est de l'IA, donc de l'auto-apprentissage via l'IA. Un projet de 42 mois, il se dit vers le TRL 4, c'est l'auto-affirmation, ce qu'il a dit. Et là, je vous ai mis les partenaires. Donc, vous pouvez voir qu'il y a beaucoup de partenaires. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, on est plus, je crois qu'on est à 7 ou 8 partenaires. Donc, il faut comprendre que ce comité, par rapport à d'autres comités d'évaluation, d'autres petites boîtes, accueille des projets qui sont pluridisciplinaires et avec un nombre très important de partenaires. Voilà, on est à une moyenne très haute par rapport aux autres comités. Je crois qu'on est à 4,5 partenaires par projet. Donc voilà. Donc là, dans ce projet, il y a PSA, Continental, Valeo et Spirop. Donc le projet Cerber, donc caméra événementielle pour la perception d'objets rapides autour du véhicule autonome. Donc ce projet, il a pour objectif l'exploitation d'un capteur en rupture technologique pour la perception du véhicule autonome. Donc c'est la caméra événementielle. Et vous voyez, j'ai mis en gras, donc il y a une entreprise en gras qui s'appelle Human et 3 autres laboratoires. Alors, que fait Human ici? Elle est là pour apporter, je crois que c'est, il commercialise, il développe et commercialise des caméras événementielles. Voilà. Le projet NewMob, donc nouvelle mobilité, comportement et interaction avec les autres. Alors, celui-là, il m'a fait penser un peu à la première présentation de Madame Juteau. Donc, l'objectif, c'est d'accompagner le développement des mobilités douces et d'améliorer la sécurité. Donc là, ils se sont associés avec Ergocentre, donc une entreprise, et Movida. Alors, je crois que Ergocentre, c'est une sorte de bureau d'études qui accompagne les collectivités dans leur schéma directeur ou pour développer les circulations douces dans leur collectivité, dans la ville. Et Movida, c'est une entreprise, ce sont des développeurs, si j'ai bien compris, des développeurs en réalité virtuelle. Donc, eux, ils vont prendre en fait ce qu'il y aura à la fin pour développer un logiciel, je ne sais pas, de réalité virtuelle sur la sécurité des nouvelles mobilités. Alors, nouvelles mobilités, en fait, c'est toutes vous savez, les monopodes, les nouveaux trottinettes électriques, tous ces trucs comme ça. Et MobiKid, ce projet a pour objectif, donc, c'est mesurer les mobilités et présence des personnes à l'aide des TIC. Donc, l'objectif, c'est de produire des indicateurs de présence et de mobilité des personnes combinant des données numériques et traditionnelles. Donc, il se dit à TRL 3. Et alors là, il y a l'entreprise qui est dans le consortium, c'est Orange. Alors, pourquoi Orange? Parce qu'Orange va fournir des données sur la mobilité des personnes et sur la présence des personnes dans un lieu donné. Et pourquoi ça va servir à Orange? Après, c'est pour en partie développer la 5G et pour développer apparemment aussi pour le tourisme. C'est ce qui était inscrit. Voilà. Donc là, vous avez à peu près les aides qui sont accordées. Voilà. Voilà. Nous vous remercions. Et ça fait la transition avec Prometheus, qui est justement un projet qui a été sélectionné par le comité d'évaluation que j'organise et qui va prendre le relais. Parfait. À moins qu'il y ait des questions, peut-être. Voilà. Excusez-nous en tout cas pour la densité des informations. C'est sûr qu'en 23 minutes, ce n'est pas évident de faire passer les messages. Ce qui est très important, c'est que surtout, voilà, après, il ne faut pas hésiter à prendre contact avec nous si vous avez besoin de précisions complémentaires. Nous serons ravis en tout cas de vous renseigner. Effectivement, à l'ANR, on aime beaucoup les acronymes. Beaucoup. Oui, effectivement. Les acronymes et donc. Il faut nous poser des questions, il n'y a aucun souci. Voilà, n'hésitez pas. Il faut deviner PA, plan d'action, appel à projet générique, normal, quoi. Non, mais merci beaucoup en tout cas pour cette présentation, un panel des dispositifs disponibles. Je vois qu'il y a comme une volonté, enfin j'ai l'impression, je devine par la vue de ces graphes, qu'il y a une vraie volonté de l'ANR de développer des collaborations entreprises-recherche, notamment
la croissance des PRCE, si je ne dis pas de bêtises, c'est bien son petit nom, qui était significative là, sur les graphiques que vous avez présentés là. Donc, ça va tout à fait dans le sens du sujet traité aujourd'hui. Absolument. En tout cas, c'est un souci qui est régulièrement, en tout cas, mise en tout cas en exergue à l'ANR. C'est cette notion de projet collaboratif avec des entreprises et puis des académiques. Nous, en tout cas, moi, je serais très intéressé par vos retours sur éventuellement ce qui ne fonctionne pas, parce que vous l'avez bien vu, sur à peu près les 1500 projets qui sont financés, hein, tout programme, tout instrument l'année dernière, à peu près une centaine de projets, enfin en tout cas sur l'APG, quand on en a 1000, l'appel à projet générique, avec les instruments jeunes chercheurs, jeunes chercheuses, PRC, etc. Il y a à peu près une centaine de projets uniquement sur qui sont sélectionnés avec cet esprit collaboratif. Et on voudrait comprendre pourquoi en fait ce nombre de dépôts, à peu près, juste pour un ratio, c'est à peu près 750 projets qui sont déposés lors de l'appel à projet générique et donc une centaine de sélectionnés. Et ben sur les 700 projets, parmi les 7000, vous voyez, ça fait à peu près 10% de projets, en tout cas collaboratifs entreprises. Et on a du mal, en fait, alors c'est pour ça qu'il y a des instruments de réflexion comme les PRPP qui sont mis en œuvre, à comprendre pourquoi, justement, en tout cas sur des bas TRL, il n'y a pas de plus d'investissement des entreprises avec les laboratoires de recherche pour essayer de trouver, en tout cas, des premières solutions qui vont ensuite faire maturer et développer sur des actions et des outils industriels qui répondent aux enjeux socio-économiques. Donc, nous, on est intéressés par votre retour pour essayer de faire évoluer peut-être cet instrument. Et en tout cas, il y aura des groupes de réflexion où la FPC sera évidemment associée, mais pas que. Mais avoir votre réflexion au quotidien pour nourrir la réflexion nous intéresse énormément. On le fera. Je crois qu'il y a une question très pragmatique, savoir si les TPE sont acceptés dans l'APG. Oui. Oui, tout à fait. Les TPE, les PME et les grosses entreprises et les grandes entreprises. C'est parfait. C'est très clair. Écoutez, je vous remercie encore pour votre intervention. Et, je vous propose maintenant que nous passions à la suite avec Monsieur Thierry Château de l'entreprise Le Giraude et Monsieur Iamouten de l'Université Gustave Eiffel qui vont, donc, comme vous le disiez, nous présenter leur projet Prometheus et plus largement, je pense, le processus de collaboration entre l'entreprise Le Giraude et l'Université Gustave Eiffel qui les a amenés donc, à proposer ce beau projet. Donc, messieurs, je vous laisse prendre la main sur la diffusion des diapositives. Tout a l'air bon. Je vous laisse activer votre micro. Et puis, à vous de jouer. C'est bon, vous voyez bien la présentation, vous m'entendez? Super. On vous entend très bien. Bon, merci Thibaut. Merci à IDFORCAR de nous avoir donné cette occasion effectivement de parler du fruit d'un travail partenarial entre des académiques et des industriels. Donc, je me présente, donc Amin Iamouten, je suis chercheur senior au sein de l'université Gustave Eiffel, au sein du laboratoire LAM. Je suis co-coordinateur avec Xavier de Rovere de ce projet ANR. Et accessoirement, je suis encore directeur du LabCom ANR Oh My God. Et je suis accompagné aujourd'hui par mon collègue Thierry Château. Je te laisse te présenter, Thierry. Merci, Amine. Moi, je suis Thierry Château, je suis directeur de recherche scientifique à la Société Le Giraude, avec une carrière de professeur d'une vingtaine d'années en université et actuellement en détachement, donc dans le cadre du passage à l'échelle de cette société, de sa structuration autour de ses activités de recherche et de développement. Merci Thierry. Nous parlerons aujourd'hui du projet financé par l'instrument PRCE de l'ANR, donc intitulé Prometheus, comme vous le voyez. Donc Prometheus pour processus hybride, inversion de forme d'onde, intelligence artificielle pour la détection automatique, la localisation tridimensionnelle et la classification des réseaux enterrés par technique électromagnétique. Donc, le consortium de ce projet est constitué de l'Université Gustave Eiffel à travers ces deux laboratoires qui coordonnent d'ailleurs ce projet-là, le laboratoire LAM et le laboratoire GEOEND.
constitué également d'une équipe de recherche au sein de l'Institut Pascal à l'Université Clermont-Auvergne, par l'équipe de recherche ENSOM du CEREMA à Angers, et enfin par la société Logirode à travers sa filiale Logirode AI. Donc c'est un projet qui est censé démarrer officiellement le 6 février 2022 pour une durée de 4 ans. Il a été labellisé par 2 pôles de compétitivité, ID4CAR, mais également EMC2. Donc, le TRL affiché initialement pour ce projet-là est aux alentours de 4-5. Donc, bien qu'aujourd'hui, on soit dans une session qui gravite autour des TRL 0,3, ce projet-là, il est plutôt sur du 4-5. L'idée, c'est vraiment de parler de notre expérience partenariale. Et nous avons pour ambition d'atteindre des TRL 6-7 en fonction des work packages du projet. Le budget total de ce projet-là est aux alentours d'1 200 000 €, avec une aide accordée par l'ANR aux alentours de 550 000 €. Donc, hop. Alors, j'arrive pas, ça ne switche pas. Ah si, super. Donc, l'objectif, comme je le disais tout à l'heure, de notre présentation aujourd'hui, est non pas de détailler les verrous scientifiques, techniques, technologiques, méthodologiques à lever, mais bien de vous parler du cadre de ce travail partenarial d'hier, d'aujourd'hui, mais également de demain. Donc, pour cela, je laisse Thierry nous introduire le contexte économique avec la vision industrielle de Logirode. Puis après, je prendrai le relais sur la partie contexte scientifique et législatif. À toi, Thierry. Merci. Donc, on se situe ici clairement dans le domaine de l'analyse de ce qui passe sous nos pieds, les réseaux enterrés. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les réseaux enterrés sont la cause d'un nombre de dégâts importants par an. Il y a beaucoup de travaux qui sont effectués dans la plupart des communes tous les ans. Et sur ces travaux, pour 1000 km de linéaire de travaux effectués, on a des statistiques qui nous donnent à peu près 60 dégâts. Ça veut dire que ça a un coût important. Et quand on ramène ce coût au kilomètre de réseau enterré, on est à pas loin de 100 € du kilomètre. Quand on multiplie ça par le linéaire total, on a des coûts de travaux qui avoisinent de 150 millions d'euros. Donc ça, c'est des chiffres énormes. Et l'enjeu derrière, il est clair, il est de réduire ces coûts en essayant de diagnostiquer et de prévenir, de donner des outils de prévention et des outils pour les gestionnaires et pour les entreprises qui vont faire les travaux et qui vont devoir intervenir sur les réseaux enterrés. Pour cela, les travaux à faire, ils sont assez clairs. C'est de la localisation de ces réseaux pour être capable de savoir où ils se passent et de mieux prévoir les différents travaux derrière. Donc, il faut être capable de cartographier les réseaux. Alors, il faut savoir qu'il y a certains de ces réseaux qui sont des réseaux qui peuvent tuer, notamment le gaz. Et il y a des morts assez régulièrement à cause de dégâts sur ce type de travaux. Donc, c'est au-delà du contexte économique, il y a un vrai contexte aussi sanitaire. L'idée, c'est donc de réduire d'une partie ces coûts et puis aussi de travailler sur les risques environnementaux. Quand on va devoir corriger et apporter des travaux sur un réseau qui a été endommagé, ça a un coût environnemental qui est important. On va vouloir aussi le réduire. Donc, le but, c'est d'être capable de localiser précisément les réseaux enterrés. Alors, il y a différentes classes de localisation. On a certaines classes qui imposent une localisation inférieure à 40 cm, d'autres inférieures à 60, ça va jusqu'à 1,50 m. Et donc, l'idée du projet, c'est de travailler sur l'étude et la mise en œuvre d'outils spécifiques pour amener des solutions à ce contexte-là et aux dégâts qui sont réalisés, mais pas que, pour effectuer de la maintenance aussi. Et donc, c'est un peu ce dont on va vous parler, Amine, dans la suite.
Merci Thierry. Donc, désormais, on va passer au contexte scientifique et législatif. Ces thématiques de recherche trouvent sa source dans les travaux portés initialement par les laboratoires et équipes de recherche du ministère de la Transition écologique et solidaire, et puis précisément les laboratoires LAM et GEOAN de l'Université Gustave Eiffel et l'équipe ENSOM du CEREMA. Donc, ce sont des équipes de recherche dont une partie de l'activité est autour de l'évaluation non destructive des structures et des matériaux, avec des activités dans le domaine de l'auscultation et de l'évaluation non destructive gravitent autour de 3 axes de recherche principaux qui suivent entre autres les directives ministérielles depuis désormais un peu plus de 20 ans. Ça fait un petit moment qu'on travaille sur le sujet. Donc, les recherches sont centrées sur la caractérisation physique des matériaux, la reconstruction géométrique par traitement du signal et d'image, et le développement de prototypes en contrôle non destructif et en contrôle de santé des infrastructures issues de la recherche. Donc, c'est un... Hop là, juste... J'arrivais pas à switcher. Ah, si, ça prend. En termes, au niveau du cadre législatif, au vu du positionnement national et international des experts et des chercheurs de ces équipes-là au sein du ministère, la DGPR, donc la Direction générale de la prévention des risques, nous a sollicité, nous a consulté puis sollicité depuis 2011 pour travailler au sein de certains groupes de réflexion. Donc ces réflexions qui ont mené entre autres à la publication de l'arrêté de 2012 sur le changement de réglementation sur les travaux à proximité d'ouvrages souterrains. Donc, ces réflexions ont donné lieu également à l'organisation en 2013 d'une journée technique nationale sur la problématique liée au réseau enterré, que j'ai organisé personnellement avec Xavier de Robert à Nantes, dans laquelle toute la Fédération des canalisateurs de France était invitée pour justement relever et identifier les contraintes liées les contraintes législatives, sécuritaires, ainsi de suite, et sanitaires également, dont parlait tout à l'heure Thierry, et également les préparer à la réforme anti-endommagement des réseaux, qui est associée au plan de corps de rue simplifié, qui impose depuis 2019 une localisation très précise des réseaux sensibles en classe A pour les unités urbaines, et cette contrainte-là ne sera appliquée qu'à partir de 2026 pour tous les territoires ruraux. Donc, comme vous le voyez bien, effectivement, c'est un enjeu important pour les collectivités, notamment par rapport à un besoin en termes de référentiel topographique à très grande échelle. Au niveau de l'historique de notre partenariat, donc c'est un partenariat qui a été initié il y a très très longtemps. Il faut savoir que l'entreprise Logirode, c'est une entreprise qui est née justement au sein du ministère. Donc c'est une spin-off à l'époque du LCPC et de l'IFSTAR, qui sont des établissements publics du ministère du MTES, qui travaillent essentiellement sur tout ce qui est au-dessus de la surface. Et suite aux dernières, effectivement, derniers changements au niveau législatif, il y a eu une identification d'un besoin fort en termes de géolocalisation et identification aussi de ce qui se passe en dessous de la surface. C'est l'une des raisons pour laquelle il y a eu un rapprochement entre les équipes de recherche spécialisées dans ce domaine au sein du ministère et cette entreprise-là, ce qui a donné lieu au démarrage d'abord d'un partenariat sous forme de contrats R&D, de petits contrats R&D, soit pour le cofinancement de thèses sur la thématique ou sur d'autres thématiques d'ailleurs, soit la réponse à des calls régionaux, mais également nationaux. Il y a eu une première réflexion qui a été autour du montage d'un LabCom, entre autres, sur la thématique. C'était soit effectivement l'ABCOM, soit le projet dont on parle aujourd'hui. On a décroché ensemble un prix de la Fondation Ferrec en 2018, justement sur la thématique de la localisation des objets en subsurface. Mais également, il faut parler effectivement de la signature de contrat cadre, donc convention cadre entre d'abord l'IPSTAR et Logirode,
Puis après, j'étais à l'origine de la signature, à l'époque, parce que quand j'étais au CEREMA, effectivement, j'avais porté cela, de la signature d'un contrat cadre aussi entre le CEREMA et l'entreprise Logirode. Et aujourd'hui, on se retrouve effectivement avec ce projet ANR Prometheus. Donc là, vous avez la fiche que j'avais détaillée tout à l'heure. Donc, c'est un projet qui vise à développer un outil qui permet, entre autres, de faire de la détection automatique, de la classification et de la caractérisation des réseaux enterrés à partir de méthodes radar, en partant tout simplement d'un outil d'abord homemade, qui après a été généralisé à un prototype multi-antenne qui parcourt justement le réseau urbain, routier urbain, dans lequel effectivement il y a des réseaux enterrés. Donc c'est un outil au fait tout simplement qui permet de faire de la cartographie, de la visualisation de ce qui se passe en dessous de la surface. Donc là, avec les compétences du ministère, notamment à travers ses équipes de recherche, mais pas que, notamment à travers les compétences qu'il y a aujourd'hui au sein d'une start-up, une nouvelle start-up qui voit le jour sur la caractérisation des milieux par méthode non destructive. On est capable, avec une approche directe, en partant de signaux radars de ce type-là, qui nécessite quand même une certaine expertise, de faire une cartographie de notre réseau urbain. C'est-à-dire, là, comme vous voyez, vous avez un indicateur de profondeur. Donc là, vous avez une image de ce qui se passe en dessous de la surface. Et à partir de cette image-là, donc aujourd'hui, on est capable effectivement de localiser effectivement des variations structurelles, mais également matériaux. Donc là, à partir d'une image directe, avec une approche directe, on est déjà capable de voir effectivement la présence d'inclusion. On parle ici effectivement de réseaux enterrés, mais à ce stade-là, on n'est pas capable de les caractériser et de les identifier de manière très précise. Donc, c'est une approche qu'on sait déjà faire en 2D, en 2 dimensions, mais également en 3 dimensions. Et là, l'idée du projet aujourd'hui, c'est de pouvoir affiner cette caractérisation-là à travers une estimation de profondeur très précise qui répond justement aux normes actuelles en vigueur, et notamment par rapport à l'arrêté de 2012. Donc, l'objectif, effectivement, c'est de pouvoir mettre à disposition de l'entreprise Logirode une base de données avec un géoréférencement très précis par rapport aux réseaux enterrés que eux, ils intègrent déjà dans leur plateforme numérique qui est associée à tout ce qui se passe au-dessus de la surface. L'idée, c'est d'assurer le continuum entre ce qui se passe au-dessus de la surface avec ce qui se passe en dessous de la surface. Je te laisse, Thierry, enchaîner sur la partie processus d'innovation. Merci. L'idée ici, c'est de s'attarder un peu sur la manière dont on conçoit un peu l'innovation chez Logirode. Donc, vous voyez à droite la montée de TRL. On a un établissement qui s'appelle logirode.ai qui est là justement pour gérer tout ce processus-là. Et cet établissement, il doit être à la fois en contact avec les acteurs amont de la recherche, c'est-à-dire les centres de recherche, que ce soit des universitaires ou des centres de recherche qui sont dans nos cœurs de métier. Donc, vous voyez ici l'université Gustave Eiffel et le CEREMA, par exemple. Et puis, l'idée, c'est que cet établissement soit capable d'avoir les compétences pour porter ces TRL qui sortent assez bas de nos centres de recherche jusqu'à un niveau qui va être compatible avec une reprise derrière par les équipes de développeurs de Logirode pour une intégration dans les produits que l'on va vendre. Donc, on est accompagné, bien sûr, pour cela par des acteurs comme l'ANR. Vous venez de le voir et vous le voyez sur le projet Prometheus, comme des acteurs comme la Banque pour l'innovation. Et puis, on s'appuie également sur les pôles de compétitivité, avec notamment ID4CAR, et puis d'autres pôles qui nous permettent aussi de nous diversifier un peu au niveau des secteurs. Ce qui est important ici, et ce que je voulais montrer dans ce schéma-là, c'est que la structuration est vecteur de l'accélération de l'innovation. C'est-à-dire qu'on travaille actuellement sur un type de management qu'on appelle une méthode agile, et cette méthode-là est capable de s'adapter au processus d'innovation aussi.
C'est-à-dire qu'on est capable d'avoir dans cette brique Logirod AI à la fois des développeurs qui vont passer un certain pourcentage de leur temps à discuter avec les universitaires dans des laboratoires partagés que l'on a, par exemple, ou d'autres projets collaboratifs. Et puis, on a également des développeurs qui, eux, sont plutôt tournés vers l'aval, c'est-à-dire vers le transfert de produits derrière. Et ces développeurs-là vont travailler ensemble, et ce qui va faire le cœur de la transmission un peu de la preuve de concept, on va dire, qui va sortir un peu de l'université, jusqu'à la preuve produit qui va remonter chez Logirod après. Et il faut, à mon avis, on dit merci à tous ces acteurs qui nous accompagnent, hein, que ce soit les acteurs de financement ou les acteurs un peu de réseautage, on va dire. Et c'est très important d'être intégré là-dedans parce qu'il y a énormément d'outils en France, sans parler du crédit impôt recherche, il y a énormément d'outils d'aide à la recherche et à l'innovation à destination des entreprises. Donc voilà un petit peu ce que je voulais faire apparaître dans ce schéma-là. Et alors du coup, je vais rester aussi sur ce schéma ou sur le schéma précédent aussi. C'est juste pour bien parler de l'innovation en fait, qu'il y a dans ce projet-là. Elle est associée à une hybridation entre des méthodes plutôt physiques et des méthodes d'intelligence artificielle. Et là, on voit aussi effectivement la contribution de tous les partenaires de manière très transversale sur cette hybridation. C'est-à-dire tous les partenaires sont capables aujourd'hui de travailler et sur les méthodes d'apprentissage supervisé ou non supervisé d'ailleurs, et des méthodes physiques basées sur la physique de l'interaction entre l'onde et la matière. Donc c'est vraiment une homogénéité qui constitue aujourd'hui une vraie force de frappe et un vrai atout scientifique pour la recherche. Et je pense qu'on peut s'arrêter là, parce que là, je vois qu'on a consommé notre temps. Écoutez, merci beaucoup pour cette présentation, ces explications. J'invite l'auditoire à faire part de ces questions dans le chat si vous en avez. Je vois que certains sont déjà en train de partir manger. Alors, avant de mettre un terme à tout ça, nous allons vous faire parvenir un petit sondage. Mon collègue Simon va pouvoir lancer ça. Qui se prend 1 minute, je pense, à remplir. Donc, n'hésitez pas à l'alimenter. Et d'ici là, s'il y a des questions, je vous invite à les faire remonter dans le chat. Pour l'instant, je n'en vois pas. Mais moi, j'ai quand même remarqué que dans ce que vous nous avez décrit, là, Thierry et Amine, je vois que le projet Prometheus est en fait presque un aboutissement en fait, d'une relation de très long terme. Je vois que vous avez expliqué la démarche initiale où vous avez démarré votre collaboration par des contrats de prestation, si j'ai bien compris, qui petit à petit ont amené à la création d'un laboratoire commun. Donc là, je pense que c'est la démarche probablement que décrivait Thierry vis-à-vis de ces moyens, on va dire, d'observation et de sondage de ce qui se fait dans le monde de la recherche. Et Thierry, vous avez expliqué donc que Logirod AI était le moyen en fait de réaliser cette liaison entre, on va dire, Logirod tout court et le monde académique, le monde de la recherche. C'est que vous vous êtes organisé et c'est cette organisation qui vous permet d'avoir toujours j'allais dire un œil, mais plus qu'un œil, c'est un pied dedans. Oui, en fait, on a un établissement dans Logirod qui gère ces aspects innovation. Et tout le challenge, c'est qu'il y a un lien entre cet établissement, bien entendu, et que les innovations montent en produit. Et donc, il y a à la fois un lien, bien sûr, pour faire monter les innovations en produit, mais il y a un lien à travers ce qu'on appelle des product owners, c'est-à-dire des personnes qui sont capables d'avoir une vision claire en discutant avec les clients sur les futurs produits qu'il va falloir mettre en place. Et à travers ces futurs produits, les verrous, qu'ils soient techniques ou scientifiques, qu'il va falloir lever. Et par des réunions qu'on appelle comité de produits, on va faire redescendre les verrous scientifiques au plus bas. Et c'est ce qui va nous permettre de prévoir une roadmap et puis de déclencher des actions à plus ou moins long terme. Il faut avoir des visions court terme, mais aussi des visions, je dirais, quasiment sur 6 ans, avec une thèse et puis le processus de maturation derrière. C'est ce qui va nous permettre de déclencher ces choses-là. Donc, ce n'est pas uniquement le TRL, on voit quelque chose qui monte, mais quelque part, à un moment donné, ça doit être guidé par le produit.
Et il faut que ces besoins du produit redescendent aux équipes de Logirod, parce que la roadmap qu'on va construire, ce n'est pas la roadmap d'un chercheur d'université qui, lui, connaît les contributions futures qu'il va amener dans ses travaux. Nous, c'est une roadmap en termes de contributions qui vont être évaluées par un retour sur investissement et un time to market, en fait. Et donc, il y a vraiment des profils différents qui discutent dans ces réunions-là avec beaucoup de respect. Et c'est à mon avis, une des raisons du succès de ces processus-là et de cette organisation-là. Il faut vraiment que cela se mette en place. Et je ne vous cacherai pas que ce n'est pas donné à tout le monde quand même de mettre en place ce type d'organisation. Parce que ça se traduit par des moyens chez vous quand même. Des moyens et des accompagnements. Il faut être clair, être clair sur les manques qu'on peut avoir quand on passe du statut de toute petite boîte à un statut où on est un peu plus nombreux. Et donc, c'est des accompagnements. Mais on a un nombre d'outils en France qui est énorme pour ça et des financements. Par exemple, l'accompagnement se fait par des formations continues essentiellement et on a des aides sur les formations continues qui fait que les coûts finalement ne sont pas si énormes. Et ça, vous le retrouvez à tous les processus de l'innovation. Donc, c'est vraiment important de bien être au courant de toutes ces aides-là et de savoir les mettre en place. Oui, ça permet de faciliter ce que j'avais qualifié presque d'investissement de votre part, en fait. Oui, et au global, sur l'avenir, en fait. Et au global, quand on fait les comptes, l'investissement n'est pas si gros que ça par rapport à ce qu'on espère en retomber d'ici 3 ans. Très bien. Écoutez, merci beaucoup en tout cas pour toutes ces illustrations et présentations. Je pense que nous n'avons pas de questions supplémentaires dans le chat. Écoutez, je vais pouvoir tous vous libérer. Encore merci encore à monsieur Yamouten, monsieur Château, bien évidemment monsieur Descoster, madame Nirmand, et merci encore à madame Juteau pour leur participation. Et je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup. Merci. Merci, monsieur Pasquier. Merci. Au revoir. Au revoir.